ceux dont vous parlez sont tout à fait effrayants. Ils font le mal, ils jettent des sorts. C'est d'ailleurs de là que vient le mot sorcière ou sorcier, Jean-Michel Salman. Oui, ça vient de l'idée qu'il y a des personnages, des individus qui possèdent des dons particuliers pour agresser d'autres personnes de manière symbolique. Et ces dons, ils les acquièrent. D'ailleurs, quelquefois, ils ne le savent pas eux-mêmes, mais ils peuvent aussi les acquérir de manière tout à fait consciente. C'est pas, dites-vous, une croyance, une superstition, mais un mode de représentation du monde, la sorcellerie. Mais encore. C'est ce que je viens de décrire. Ouais. C'est l'idée que on peut agresser quelqu'un avec des mots, avec des formules ou avec simplement le regard, le mauvais œil en particulier. Et dans des sociétés où il est difficile de prouver ou de prouver ce genre d'agression, où il est difficile aussi d'expliquer un certain nombre de phénomènes, effectivement, on s'en remet à l'idée que ce sont ces gens-là qui font le mal. Alors vous en parlez surtout à partir du moment où ils ont été persécutés, à la fin du Moyen-Âge, mais il y en avait déjà, même s'ils ne portaient pas le nom de sorciers et sorcières, ils avaient à peu près les mêmes pouvoirs, c'était des guérisseurs, ils prédisaient l'avenir, ils guérissaient des maladies, et c'est à partir du XVe siècle que tout bascule, et que brusquement on commence à se méfier d'eux, et même à les persécuter. Qu'est-ce qui s'est passé pour que brusquement ces gens dont on supportait les maléfices, le bien qu'ils pouvaient faire le cas échéant, soient brusquement diabolisés? Et c'est au XIVe siècle, en fait, que l'idée qu'il existe des sectes de suppôts de Satan se met en place progressivement, tout au long du XIVe siècle. Le XIVe siècle est un siècle extrêmement difficile en Occident. Et donc, il faut trouver des explications, et l'une de ces explications, évidemment, c'est la sorcellerie diabolique. C'est l'idée que le diable s'attaque à la société chrétienne par l'intermédiaire d'un certain nombre de personnes, les sorciers, qui sont organisés en sectes, en conventicules, etc., et qui agressent et qui sont disposés à imposer la religion du diable à la place de la religion de Dieu. C'est véritablement au milieu du XVe siècle qu'on voit apparaître un certain nombre de ce qu'on appelle de manuels d'inquisiteurs, où la sorcellerie est décrite sous sa forme qui va devenir traditionnelle à la fin du XVe siècle avec le best-seller de l'époque qui est Le marteau des sorcières, oui, de Sprenger et Institoris. C'est quoi le sabbat? Alors, c'est ce qui définit véritablement la sorcellerie démoniaque, celle que l'on voit se mettre en place au début du XVe siècle et qui dure à peu près jusqu'au XVIIe siècle. Alors, le sabbat, c'est un mythe. C'est un mythe qui, vous avez parlé du canon épiscopie, c'est un mythe qui regroupe en lui des tas de thèmes qui sont déjà présents depuis pas mal de temps et qui se coagulent sous la forme du sabbat, du mythe du sabbat. C'est l'idée que les sorciers et les sorcières volent la nuit pour se regrouper dans des endroits très particuliers. Et là, ils se réunissent, ils festoient, ils font Ils l'amour. adorent Satan. Et ils adorent Satan ouais, sous la forme d'un bouc. animal, généralement d'un bouc. Alors ça, là, on a vraiment le thème principal de la sorcellerie. C'est à partir du moment où il y a le mythe du sabbat qui est décrit que l'on a vraiment affaire à la sorcellerie démoniaque. Pour expliquer des phénomènes absolument terribles qui se passent au XIVe siècle, les famines, la peste, les guerres, etc. Le monde occidental se dépeuple assez rapidement au XIVe siècle au cours de cette crise. On trouve des explications en accusant des groupes sociaux. Des boucs émissaires. Des boucs émissaires. Donc d'abord les lépreux, qui disparaissent à ce moment-là parce qu'on les exécute, des juifs, des hérétiques, les vaudois, et par la suite, à la fin, un groupe mythique qui n'existe pas, mais que l'on va accuser, c'est-à-dire les sorciers. Et c'est à ce moment-là que se forme ce mythe, et il n'est pas étonnant que les premiers procès de sorcellerie, de groupe, se soient appelés soit des vauderies, ça fait la référence aux Vaudois, ou soit des sabbats, ou on appelait ça aussi des synagogues. Ah oui. Ce sont tous ces groupes exclus et qui vont cristalliser autour d'eux, finalement, ce phénomène. La sorcellerie se conjugue surtout au féminin, Jean-Michel Salman. Pourquoi? Oui et non. Pas toujours.
Votre pas partout. livre, ça s'intitule Les sorcières, C'est fiancées que et ES de Satan. C'est que le stéréotype, à partir de la fin du XVe siècle, et c'est le responsable en est le fameux marteau des sorcières, hein, c'est que le stéréotype de la femme maligne prend le dessus sur la réalité, enfin, tout au moins celle que l'on a créée au XVe siècle. Et petit à petit, la sorcière, surtout en France en particulier, c'est une femme. Mais lorsqu'on regarde la répression, par exemple en Allemagne, au XVe ou au XVIe siècle encore, les hommes sont majoritaires. C'est la procédure inquisitoriale qui est née avec l'Inquisition, effectivement, au début du XIIIe siècle, mais au XVe siècle, les tribunaux laïcs jugent déjà, eux aussi, selon la procédure inquisitoriale. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une procédure par enquête. Donc, il faut arriver à prouver que la femme ou l'homme qui ont été accusés, dénoncés, parfois même anonymement, de sorcellerie, sont vraiment des sorciers. Le juge, généralement, en est convaincu. Et donc, il va faire tout son possible pour faire avouer. C'est le seul moyen, d'ailleurs, pour arriver à condamner cette personne, et faire avouer qu'elle est sorcière ou sorcier. Et alors, on la soumet à la torture. Ce qu'on appelle la question. On cherche partout des traces, effectivement, de l'appartenance à la secte du diable. Et puis, on finit par y arriver. C'est relativement simple. Il y a aussi le supplice dit des brodequins. Oui, ce sont on serre les articulations dans des espèces d'étaux. Ça devait faire effectivement très mal. Et de toute façon, dans ces cas-là, l'accusé finissait par avouer. On a très peu d'exemples d'individus d'accusés qui résistent à ce genre de torture. Il avouait, il dénonçait des complices, il dénonçait les autres, des complices présumés ou totalement imaginaires. Et puis il finissait comme tous les sorciers et les sorcières sur les bûchers, comme on ne les pend pas, on ne les noie pas, on ne les fusille pas. Il faut absolument qu'ils disparaissent, d'où l'existence des bûchers. Alors effectivement, il faut imaginer ce qu'est la procédure de l'époque. Nous sommes dans des cas d'hérésie, puisque le sorcier ou la sorcière qui a été reconnu comme tel s'est voué au diable, donc a abandonné la religion officielle, la religion de Dieu, pour embrasser celle du diable. Donc c'est un hérétique. Un hérétique doit être éliminé par le feu. Il ne doit laisser aucune trace. Donc les bûchers, c'est tout à fait logique. Alors, si l'accusé a reconnu sa culpabilité et s'est montré disponible pour accuser d'autres personnes, alors il bénéficie d'une certaine grâce, il est garrotté avant d'être exécuté. Mais s'il les relapse, s'il ne reconnaît pas ses torts, alors là, il est brûlé vif. L'affaire de Loudun. Rappelez-nous en quelques mots de quoi il s'agissait, Jean-Michel Salman. Alors, on est au XVIIe siècle, sous le règne de Louis XIII et sous le ministère de Richelieu. Et c'est une période troublée, de remise en ordre. Et à Loudun, il y a des protestants, des catholiques. Le pouvoir royal a du mal à s'imposer. Et il y a un prêtre qui s'appelle Urbain Grandier, qui est une forte gueule, une figure importante locale, et qui est le confesseur d'un couvent d'Ursulines de Loudun, où se sont enfermées des femmes de la grande aristocratie locale. Et dans ce milieu fermé de Loudun, une ville un peu frondeuse, Urbain Grandier apparaît comme une figure difficile à encadrer, qu'il faut éliminer. Et il est accusé d'être un sorcier. Comme quoi, finalement, il n'y a pas que des sorcières, il peut y avoir aussi des sorciers. Et ce sont les religieuses qui l'accusent de les avoir ensorcelés. Et donc elles sont systématiquement, elles sont habitées par le diable. Il faut les exorciser. Ouais. Et elles accusent Urbain Grandier. Urbain Grandier reçoit cette accusation sur les épaules. Il sait pas très bien de quoi il retourne. Et il se défend très mal. C'est quelqu'un d'extrêmement orgueilleux et il finit par être éliminé. Alors, les inquisiteurs ont probablement ont été les premiers à réprimer la sorcellerie au début du XVe siècle et à forger le mythe du sabbat. On sait, les premiers manuels d'inquisition du XVe siècle jusqu'au début du XVIe siècle
traite de ce sujet-là. Donc les inquisiteurs participent avec les justices princières ou seigneuriales, participent aussi à la répression. Et puis ça s'arrête. Ça s'arrête au milieu du XVIe siècle. La papauté dit ça suffit, c'est pas vrai, ça n'existe pas, la sorcellerie n'existe pas. Et les tribunaux d'inquisition, là où l'inquisition existe, c'est-à-dire en Italie, au Portugal, en Espagne, arrêtent la répression parce que les inquisiteurs, qui sont des grands intellectuels, n'y croient pas. Et la sorcellerie est réprimée essentiellement par les tribunaux princiers et séculiers. Et également, jusque sur d'autres continents, il y a une célèbre affaire au XVIIe siècle, qui est l'affaire des sorcières de Salem aux États-Unis, en Massachusetts. Alors, les sorcières de Salem ont été pendues, elles n'ont pas été brûlées. Et là, justement, on a une variante, si vous voulez. On a là, en Angleterre en particulier et aux États-Unis, encore la croyance dans la sorcellerie, non pas diabolique, mais de ces personnes qui sont capables d'agresser les autres. Et là, on voit, elles sont pendues, mais c'est vrai que on est dans un contexte quand même qui est relativement proche. La persécution des sorciers et des sorcières commence à décliner. Pour quelles raisons ? Alors, comme la répression, ou la création du mythe de la sorcellerie diabolique est née avec la procédure inquisitoriale, ce sont aussi des affaires de procédure qui vont entraîner le déclin de cette répression. Alors, ce n'est pas seulement à la fin du XVIIe siècle, ça a commencé déjà plus tôt. Il y a eu des voix, j'ai parlé des inquisiteurs, mais il y a des personnages très importants, des intellectuels très importants de la Renaissance, comme Jean Vire, par exemple, le médecin du duc de Clèves, qui s'était déjà élevé contre la répression de la sorcellerie, la croyance finalement dans la sorcellerie démoniaque. Puis ça commence à atteindre la cour. Alors là, on se dit, parce que ce système de dénonciation est tel que même le roi ou son entourage n'est plus épargné. C'est ça qui fait qu'elle devient dangereuse. Oui, mais petit à petit, dans les élites, chez les juges, chez les intellectuels, au XVIIe siècle, l'idée qu'il existe une sorcellerie démoniaque ne tient plus la route. Donc, il faut attendre les réformes très importantes du début du règne de Louis XIV, en particulier le fait qu'on réforme complètement la procédure civile et criminelle et l'affaire des poisons de 1682 pour que finalement, la sorcellerie démoniaque soit déclassée finalement dans la procédure. On se dit, c'est pas possible, soit elles sont dérangées, soit ce sont des empoisonneuses. Les livres de mon invité, Jean-Michel Salman, le dictionnaire historique de la magie et des sciences occultes, publié au Livre de Poche, et Les sorcières fiancées de Satan, publié chez Gallimard Découvert.